monde. Merci beaucoup. Donc, ça va faire un peu la continuité. Évidemment, c'est dans le même thème. On va retrouver des choses assez similaires. Je vais vous parler, en fait, principalement d'une dimension qui est sur un projet de recherche qu'on a effectué, qu'on vous a déjà présenté dans le passé, mais une dimension qui est la dimension qui touche le fait pour les directions d'être sensibles au contexte et l'influencer. Puis, je vais vous parler surtout des résultats de notre recherche, mais je vais tout de suite vous amener à être vous-même sensible à la question de l'influence. Parce que vous allez voir, là, vraiment, je vais amener ça dans votre esprit, à réfléchir à cette dimension-là. Même si la dimension touche le fait d'être sensible pour les directions, mais la question de l'influencer aussi est très pertinente. Vous allez voir dans les résultats que ça pose question. Alors, ça va nous interroger tout le monde collectivement. Rosine est ici, elle pourra aussi réagir au fur et à mesure là, si elle a raison ou si on a des questions. Je vais, pour vous plonger tout de suite dans la présentation, je vous laisse avec une citation qui vient d'une des directions qui a participé à notre recherche. Il faut arrêter de dire, bon, ils font leur affaire à la maison, je ne vais bien pas réussir. Il faut vraiment se recentrer sur nous. Alors, elle parle des directions. Il faut se recentrer sur nous. Qu'est-ce qu'on fait comme direction? Les parents ne parlent pas français, 60% de la clientèle est anglophone. Il faut en tenir compte. Parce que si on demande aux parents, on a fait un document de 3 pages, puis ils ne comprennent rien. Donc, il faut l'avoir en tête. Il faut comprendre le plus. Je pense que c'est vraiment une citation qui témoigne de la sensibilité des directions à leur milieu particulier. La littérature le met assez clairement en évidence. Il y a des enjeux de diversité, d'inégalité sociale et sur la réussite, évidemment. Et on sait aussi, la littérature le démontre aussi, que la direction peut avoir un impact assez important sur ces enjeux. Alors, il est déjà important que la direction comprenne les enjeux, mais aussi puisse répondre et influencer le contexte. Alors, sur différents plans, au niveau sociopolitique, économique, social et culturel, afin de favoriser l'apprentissage. Alors, ce n'est pas seulement la compréhension, c'est aussi comment j'influence mon milieu. Je vais revenir parce que c'est assez pertinent dans ce qu'on voit dans nos résultats. On s'est inspiré des travaux, entre autres, de Murphy et collaborateurs, qui insistent sur l'importance non seulement de comprendre, et je vais revenir beaucoup là-dessus, mais d'utiliser à bon escient la diversité culturelle pour améliorer, pour répondre aux besoins. Si vous regardez un peu leur citation, les leaders efficaces vont non seulement faire une démonstration et comprendre, mais vont s'engager aussi, commitment, pour faire avancer les choses. Ça va se transmettre dans le milieu vraiment en savoir et en engagement dans le travail. Alors, ça, je pense, c'est une dimension qui est importante aussi. À travers les expériences éducatives, vous avez vu ce qu'ils ont marqué, Honor Diversity. Alors, c'est pas voir la diversité comme un problème, mais comme une opportunité. Alors, il y a vraiment un changement de perspective par rapport à la diversité. C'est une opportunité de faire des changements, de faire participer les membres de l'équipe. Alors, comment ça se fait? C'est à travers des canaux de communication qui vont promouvoir le dialogue. C'est un peu ce qui est à la base des choses qu'on a cherchées en recherche. Ça va vite. C'est pas moi, là. On a regardé aussi les travaux de Naples et collaborateurs qui insistent sur l'importance des critiques constructives, des critiques potentielles qui touchent les contextes scolaires au niveau de la diversité et des inégalités sociales. Et selon leurs travaux, il est important de scruter nos pratiques communes dans les écoles avec une approche critique et constructive. Alors, il faut être capable de se soutenir entre nous de façon honnête et d'échanger sur les pratiques. Alors, on est vraiment en train d'essayer de scruter nos pratiques et d'avoir l'ouverture pour le faire. Alors, il y a cet aspect aussi de critique constructive sur les pratiques qui a inspiré notre recherche. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des commissions scolaires et des agents de l'éducation pour leur demander est-ce que vous connaissez des directions qui seraient, entre guillemets, exemplaires dans leur leadership pédagogique. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des directions qui, comme leaders, sont centrées sur l'apprentissage dans leur pratique de gestion? Et puis, ça nous a permis de documenter, on a appelé ces acteurs-là des acteurs clés qui nous ont permis de
trouver des directions qui étaient exemplaires. Alors, on a trouvé 14 directions d'écoles identifiées comme exemplaires pour aller les observer, pour aller voir qu'est-ce qu'elles faisaient. Donc, reconnues dans leur milieu par les membres de leur école, mais aussi par la commission scolaire. Alors, l'objectif était vraiment de documenter les pratiques de ces directions jugées exemplaires pour répondre un peu à un trou qu'on a trouvé dans la littérature, c'est-à-dire comment ces pratiques sont arrimées aussi avec les pratiques des enseignants. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est un peu l'objectif qu'on a cherché dans notre recherche aussi, d'arrimer les pratiques de gestion des directions aux pratiques pédagogiques des enseignants. Alors, on a d'ailleurs publié dans le premier numéro de la revue ERAD notre cadre conceptuel ou théorique. On aurait pu utiliser, comme vous avez vu précédemment, un cadre conceptuel qui est déjà existant, mais on s'est dit, on va faire une revue de la littérature. On va voir ce que la littérature nous dit sur ce que font les directions comme pratique qui a un impact finalement sur la réussite dans les milieux défavorisés. Ça nous a donné 14 dimensions. Ces 14 dimensions nous ont permis de construire notre cadre théorique et d'élaborer des grilles pour aller regarder ce que font les directions. Je vous présente aujourd'hui une de ces dimensions, qui est la dimension être sensible au contexte et l'influencer. Je ne vais pas revoir toutes les dimensions, mais je vais juste vous mentionner qu'il y a une autre dimension qui est ressortie, qui était transversale. Donc, il est possible aussi, dans nos analyses, dans notre codage, que par exemple, promouvoir une vision, vous pouvez voir aussi les éléments d'être sensible au contexte et d'influencer, par exemple. Donc, voyez-vous, là, c'est difficile de séparer complètement chacune des dimensions les unes les autres. Mais je vous présente une dimension en particulier qui interroge beaucoup, vous allez voir. Alors, comment on a peaufiner cette dimension pour arriver à opérationnaliser la pratique des directions? Qu'est-ce que font les directions? Alors, cette dimension a été définie avec deux grandes catégories. Comprendre les tendances et les influences contextuelles et leur impact sur l'école et la classe. Une autre catégorie qui était la même, en fait, mais comprendre les influences et leur impact sur la communauté en général, donc à l'extérieur de l'école. Donc, deux visions. Ensuite, ça se manifestait en comportement observable, en pratique de gestion. La première sur 4 pratiques. Réagir de façon proactive aux changements dans l'école. Tirer profit des critiques potentielles les impliquant dans le processus d'amélioration. Utiliser la diversité culturelle, éthique, raciale, économique pour répondre aux besoins de tous, maximiser l'apprentissage. Et exprimer sa compréhension, échanger sur l'impact du contexte social et politique de l'école. Et finalement, une pratique de gestion beaucoup plus cadrée sur la communauté en général, réagir de façon proactive aux initiatives des politiques extérieures. Alors, c'est vraiment ces 5 pratiques qui nous ont servi pour aller voir qu'est-ce que font les directions dans le cadre de cette dimension particulière. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on avait un souci dans la recherche au niveau de la méthode, d'avoir non seulement accès à ce que nous disent les directions, mais aussi d'avoir accès à ce que font les directions. C'est-à-dire de pouvoir se rapprocher le plus possible du travail réel. Trop souvent dans la recherche, on questionne les directions puis on prend pour acquis ce qu'elles nous disent. Mais on voulait observer aussi. Alors d'abord une entrevue semi-dirigée d'à peu près 1h30. Sur la base d'un questionnaire qu'on avait élaboré avec les 14 dimensions. Ensuite, un questionnaire de données démographiques. Observation libre et continue en shadowing. Donc, on a eu des assistants de recherche qui sont allés sur le terrain pendant 3 jours, observer, prendre des notes, suivre les directions dans tous leurs gestes et dans leurs actions. On a filmé les directions aussi pendant des rencontres de travail. Pendant leur travail, on les a confrontés à des petites séquences de leur vidéo de travail pour pousser plus loin, avoir accès un peu à la cognition, qu'est-ce qu'elles font dans leur travail réel. On a aussi usé d'une approche qu'on n'a pas inventée, mais qui est assez innovante, de iPod dans le travail. On a donné à chacune des 14 directions un petit iPod sur lequel il y avait un questionnaire. À toutes les heures ou à peu près 10 fois dans la journée, il y avait un petit alarme. La direction devait prendre son iPod et répondre à un petit questionnaire instantané, à peu près 2 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je suis où? Pourquoi? Comment? Je suis avec qui? On avait 2 minutes. On avait accès comme ça de façon instantanée, 10 fois par jour, à 10 moments dans la journée, sur le travail réel. Donc sur 10 jours, donc une centaine de prises par direction.
On a eu beaucoup on s'est rapproché beaucoup du travail réel avec ça. Ensuite, on a questionné les enseignants aussi pour voir quel regard elles avaient sur leur direction. Et finalement, les produits permanents de l'école et les résultats scolaires. Pour l'analyse, on a codé avec QDA Miners sur la base de la grille de codage des 14 dimensions. Une dimension énergique et une dimension qui était transversale. On a regardé aussi les conditions d'exercice, qui étaient aussi dans notre codage. Bon, plusieurs analyses descriptives, les fréquences par dimension, par variable, par recherche de code, parce que je vais vous donner un peu un aperçu de tout ça. Et aussi, on a, à travers toute la séquence, je pense que ça a duré 2 ou 3 mois d'analyse avec nos assistants. C'était très, très long et rigoureux comme analyse, parce qu'on avait beaucoup de données. On a aussi pris le soin, on était 5 en tout, 3 chercheurs avec Jean Archambault, Rosine et moi, et nos 2 assistants, de regarder des séquences qui nous semblaient emblématiques, qui ressortaient de l'ordinaire, dans tout ce qu'on voyait comme verbatim, puis qui témoignaient des dimensions. Pour pouvoir dire, ben, c'est quoi finalement qu'on a de concret qui sort des analyses plus quantitatives de chiffres de données descriptifs. Je vais vous en donner quelques exemples. Alors déjà, ça frappe. Vous voyez, c'est en vert, là, c'est la comparaison entre les 14 dimensions. Alors, la dimension qui nous intéresse aujourd'hui, qui touche la sensibilité des directions et leur influence sur les inégalités sociales, la diversité culturelle. Voyez-vous, 36 éléments codés. Regardez les autres. Alors, déjà, ça frappe. Là, on parle de direction d'établissements scolaires en milieu défavorisé. Ils sont reconnus comme étant exemplaires dans leur pratique. Alors, même nous, quand on traitait les données, tout ça, on n'avait pas réalisé avant de travailler sur cette présentation, où là, ça nous a sauté aux yeux. 8920 segments ont été codés. 36 seulement touchent le fait d'être sensible au contexte influencé. On n'a pas seulement questionné, on les a observés aussi. Ça représente 0,4% de tous les exemples de pratique. C'est extrêmement peu. C'est la dimension, évidemment, qui est la moins élevée. Puis si on regarde la moyenne des autres dimensions, c'est 557 exemples de pratique. La moyenne. C'est assez énorme. Donc, les directions, nous en avons peu parlé et on l'a peu observé. Donc, malgré le fait que c'était une dimension qui était aussi importante que les autres dans notre étude. Quand on regarde par catégorie les exemples de pratique, là aussi, il y a des choses assez intéressantes. Probablement comprendre tout ce qui est à l'extérieur du milieu scolaire, de la classe et de l'école, il n'y a rien. On ne sort pas de l'école. La communauté, on n'en a rien. Quand on regarde ce qui se passe dans l'école, sur les 36 pratiques identifiées, 30 proviennent du fait pour la direction d'exprimer sa compréhension. Alors, regardez, là, les verbes sont importants. Réagir, c'est 3 seulement sur 36, c'est 8%. Tirer profit de, donc la question de la critique, une seule. Utiliser la diversité, on en a 2 seulement. Donc, elle l'exprime. Déjà, ça nous parle. On a voulu voir, est-ce qu'il n'y a pas des différences entre les directions? On nous dit qu'elles sont exemplaires. Mais effectivement, il y en a. Si vous regardez, par exemple, l'école 2 ou l'école 13, 0 exemple trouvé. Puis là, on est dans un milieu défavorisé, urbain, rural, francophone, anglophone, autour de Montréal. On n'est pas non plus... le rural, c'est pas si rural que ça. 3 directions se sont démarquées des autres, par contre. Seraient plus sensibles. En l'occurrence, c'est ces directions qui ont le plus de pratiques de gestion. Si on regarde les instruments, puis ça aussi, c'est pas banal, parce que les instruments aussi nous donnent de l'information sur les résultats. L'entrevue initiale représente presque 80%, 78% des données qu'on a corrigées. Donc, ça veut dire que c'est vraiment dans l'entrevue, elles s'expriment, elles nous le disent, qu'elles sont sensibles. Mais dans l'autoconfrontation, les entretiens où là, on est capable de voir leur milieu parce qu'on les a filmés, il y a très peu. Dans l'observation directe, une seule. Dans l'auto-observation, je vous disais 10 fois,
Rien trouvé. 3 dans le questionnaire enseignant, ce qui est ça. Assez encourageant d'une certaine manière, parce que ça nous dit que les enseignants le reconnaissent aussi. Et finalement, on voit que la majorité provient d'entrevues initiales. Alors, la direction d'une discrétion sensible. Alors, les constats qu'on peut faire jusqu'à maintenant, certaines directions ne montrent aucune pratique, d'autres sont plus sensibles. La grande majorité des pratiques vont provenir du fait que les directions s'expriment sur cette sensibilité, elles comprennent. La grande majorité provient des entrevues initiales, donc sont peu observées. Quand on regarde maintenant les séquences emblématiques, alors, sur les 36, on a eu des séquences qui nous parlent plus que les autres. Alors, une direction, vous avez la direction de l'école 3 ici, nous montre sa sensibilité, entre autres par rapport à la diversité, à l'importance de la diversité. Puis ce qui est intéressant dans cette séquence-là aussi, par rapport à sa sensibilité, c'est le choc qu'elle nous démontre. Ce qu'elle nous dit. Est-ce que le chercheur lui pose la question, la connaissance du contexte du milieu du quartier t'aide, que ça te sert à quelque chose dans ta vision? Est-ce que de connaître le contexte, est-ce que c'est utile pour toi? Puis la direction va commencer à parler en disant oui, on s'est servi des résultats scolaires, des données sociodémographiques. Là, j'ai commencé à lire sur la communauté haïtienne. Ça a été un choc pour moi. Je pensais les connaître. Là, elle commence à nous dire les mères haïtiennes, c'est bien spécial, les mères haïtiennes, les pères haïtiens, c'est tout un autre monde. Les mères vont protéger. Alors, elle témoigne vraiment de sa compréhension. On sent qu'elle comprend son milieu en fonction de sa clientèle. Une autre direction, l'école 4, de l'échantillon, parle de son milieu, mais dans la perspective où elle le compare avec d'autres milieux. Puis elle est très consciente de la réputation de son milieu. Donc elle est consciente de cette question de qui on envoie où dans les milieux défavorisés. Elle exprime un peu sa crainte qu'on se débarrasse des élèves à problème, puis on les met dans son milieu à elle, qui est un milieu fourre-tout, là où on vit. Et puis elle se compare avec une autre école où le milieu est aussi un milieu avec énormément de diversité culturelle, mais socio-économiquement plus favorisé. Alors, c'est un peu la comparaison. Alors, elle nous témoigne un peu de cette réalité. Je vous donne juste un exemple. Là. Donc, c'est une vision qui englobe où on essaie de faire le mieux qu'on peut pour qu'à la fin, on met de l'enrobage autour de ça, et puis que les parents enverront leur enfant, pas seulement parce qu'ils n'ont pas le choix à notre école, parce qu'ils voient qu'à notre école aussi, on peut réussir. Alors, on voit la sensibilité de cette direction. Puis, le troisième exemple que je voulais vous montrer aussi, qui est aussi pas banal, c'est le contexte de la pauvreté qui est exprimé par une direction qui dit que la pauvreté, ça c'est sa compréhension, ça influence évidemment la dimension de l'apprentissage des élèves. Ça touche aussi la capacité à bien s'alimenter. Ça touche aussi la capacité à s'habiller. Mais ça va plus loin que ça. C'est aussi les questions d'apprentissage. Vous voyez, elle dit, c'est plus que knowing. C'est aussi apprendre différemment. Donc, elle est très consciente de cette réalité. Et quand le chercheur lui pose la question, est-ce que c'est culturel? Pour elle, ça dépasse la dimension culturelle. Ça a été un peu repris tout à l'heure d'ailleurs, c'est intéressant. C'est davantage une question de transmission générationnelle. Et elle essaie en prenant conscience de ça, elle essaie de participer finalement à changer ça, en mettant sur place, c'est ce qu'elle nous dit, des moyens pour prévoir des repas pour les élèves qui sont plus en difficulté dans son école, ou même les aider à mieux se vêtir dans l'école. Donc on voit qu'il y a dans ses propos aussi, plus qu'une prise de conscience aussi, mais un vouloir agir. Alors, je vais vous laisser en grande conclusion là-dessus, mais ce qu'on constate, puis c'est un peu alarmant d'une certaine façon, très peu de pratiques
ont été relevés si on les compare aux autres. Les pratiques touchent celles qu'on a relevées. Ce qui se passe dans l'école est beaucoup moins ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Dans les pratiques qu'on a identifiées, on peut voir que les directions nous disent qu'elles sont sensibles, mais quand on les regarde travailler, on ne le voit pas. Alors, ça interroge beaucoup sur, au niveau de la formation, au niveau de notre travail, nous, sur le terrain, comme chercheurs ou comme intervenants. Comment amener les directions à passer de la conscience de cette réalité, de cette difficulté, à la mise en pratique? Il semble y avoir, c'est un peu ce que pourrait soulever ces résultats, il semble y avoir une espèce de frein, d'obstacle à pouvoir mettre en pratique cette sensibilité. C'est comme si quand on arrive dans le milieu, on est plein de bonne volonté, mais on n'arrive pas à le manifester concrètement en pratique réelle. Comment faire ce passage? Alors, c'est vraiment ce que nous amène un peu en conclusion ces résultats de recherche. On a du travail à faire. Mais même la conscientisation, ça a été travaillé parce qu'elle reste quand même faible. Oui, si on regarde par rapport aux autres. Oui, c'est ça. Là, j'insiste aussi, on est en présence de directions d'établissements scolaires qui sont identifiés comme exemplaires. Dans des milieux défavorisés. Alors, tout est là pour qu'on observe ce genre de choses. Alors voilà. Merci beaucoup.